J'ai arrêté le ventilateur pour vous. Je vous aime fort parce qu'il fait 36 000 degrés. Il est en train de s'arrêter. C'est de l'amour à ce niveau-là, c'est de l'adoration même. Vous êtes mes dieux, c'est pas possible autrement. Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un point lecture et après je suis à jour parce que il me reste un livre à chroniquer, mais du coup vu que j'en ai pas de deuxième, je n'ai pas de point lecture à faire. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je pense que je le mettrai en haut de la description. Parce que je commence un petit peu à sécher, donc s'il y a des contenus que vous voulez voir particulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, du coup, point lecture, le point lecture du mois de la fantasy, puisque j'ai très peu lu au mois de mai. Du coup, comme vous en doutez, on va avoir un tome de l'épouvanteur, c'est le tome 15, La résurrection de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. Et une relecture, Redwood, tome 1 de Carrie Ann Ryan, le tome 1, Jasper, chez Milady. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Chou. Un petit peu. On commence avec l'épouvanteur. Oui, j'ai rallumé le ventilo. Vous vous en doutez, c'est un tome 15, donc bien entendu que je ne devais pas commencer à vous faire le résumé de ce tome-là, ce serait complètement stupide de ma part. Du coup, je vais plutôt vous résumer le tome 1 et l'ensemble de la saga, on va dire, entre guillemets, enfin en gros le concept de la saga. Nous sommes dans un pays qui ressemble à l'Angleterre, qui s'appelle le Comté. Dans le Comté, il y a des créatures obscures, on va appeler ça. Il y a des sorcières, il y a des gobelins, il y a des démons, il y a voilà plein de sortes de créatures différentes, de plein de mythologies différentes par ailleurs. Et on va suivre un épouvanteur, donc en gros un épouvanteur c'est la personne qui est chargée de se débarrasser de ces créatures de l'obscur pour la population, donc contre paiement tout simplement. Nous on va suivre Thomas Ward en soi. Tom, il est 7ème fils de 7ème fils, et dans la mythologie du comté, enfin dans la mythologie de la saga, être 7ème fils de 7ème fils, ça permet de développer une sorte de don, en gros, pas de magnétisme, mais de sensibilité à l'obscur. On voit plus de choses, on ressent plus de choses, et ça facilite grandement le travail d'épouvanteur. Et donc, dans le tome 1, nous allons suivre Thomas Ward, qui va commencer son apprentissage auprès d'un épouvanteur aguerri qui s'appelle John Gregory, et on va les suivre dans leurs aventures. Leurs aventures vont les mener dans diverses parties du monde. Il faut savoir que c'est assez rigolo parce que le comté, en gros, pour moi, c'est clairement l'Angleterre. Parce qu'ils vont aller en Écosse, ils vont aller en Irlande, ils vont aller en Grèce. Enfin voilà, ils vont faire vraiment plein de destinations connues du monde, de notre monde à nous. Et on nous parle toujours au milieu du comté. Je pense clairement que le comté, c'est l'Angleterre médiévale. Clairement. Étant donné la proximité avec l'Irlande, l'Écosse, etc., je pense qu'il faut pas être un génie pour le deviner, mais voilà, je suis assez fière de l'avoir deviné, entre guillemets. Et donc, nous allons les suivre dans toutes leurs aventures qui vont les conduire dans des situations assez dangereuses, à faire des rencontres assez particulières. Et Tom va aussi en apprendre beaucoup plus sur sa famille parce que, au-delà d'être un 7ème fils de 7ème fils, il y a aussi d'autres choses qui se passent du côté de sa mère. Je ne vous en dis pas plus, mais c'était hyper intéressant. Et dans ce tome 15, on est vraiment très loin de l'apprentissage de Tom. Il est devenu épouvanteur. Et on continue à le suivre dans des tonnes d'aventures. Et du coup, nous en arrivons au tome 15. Il y a une nouvelle menace, ça s'appelle les Kobalos. En gros, ils veulent conquérir le monde des humains pour tuer les hommes et réduire les femmes en esclavage, parce que ces abrutis ont tué toutes leurs femelles. Et la seule manière pour eux d'avoir des descendants, c'est de le faire avec des femmes humaines qui deviennent des esclaves. Bref. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Alors, si vous ne le savez pas, c'est une de mes sagas favorites. Je la lis depuis maintenant. C'est le tome 15, j'en lis 2 par an. Donc là je lis le 16 au mois d'octobre, donc ça fait 8 ans que je lis cette saga, ça fait vraiment beaucoup de temps, mais j'y suis attachée de manière très importante. Je l'ai bientôt terminée parce que je crois qu'il reste 3 tomes après celui-là, mais je pense que je vais me la refaire inlassablement parce que en fait j'ai oublié le tome 1, tout simplement. Je me souviens de quelques événements assez succincts, mais c'est parce qu'en fait on nous en parle dans les tomes qui suivent, c'est-à-dire que là par exemple on va les évoquer parce que Tom a un apprenti, je vous en dis pas plus, et donc du coup il va lui faire revivre les scènes qu'il a vécues apprenti parce que c'est comme ça que se fait la formation, et donc du coup je me souviens de ces scènes uniquement à travers un autre tome, donc ce serait quand même intéressant de le relire. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, ça sort un petit peu du paradigme habituel. En termes d'univers, comme je vous l'ai dit, ils vont faire face avec donc Tom, son apprenti, et Grimalkin. Je ne vous en dis pas plus, pour ceux qui connaissent la saga, c'est un micro-spoil et encore. Ils vont faire face à une nouvelle menace qui sont les Kobalos, et en fait dans ce tome-là, on va avoir énormément d'informations sur les Kobalos, parce qu'en fait l'univers du comté, on le connaît quand même assez bien. Tom a fait le tour du comté avec John Gregory. Il s'est passé énormément de choses en 14 tomes, donc j'ai envie de vous dire, bon, là, ça y est, on passe enfin sur les Kobalos, on est vraiment focus sur eux. On en apprend énormément, alors ça fait, je crois que depuis le tome, attendez, je cherche, tome 11, on commence à parler des Kobalos, on s'était un peu arrêté dessus, et depuis le tome 14, en fait, on commence à en reparler.
On a eu en fait un seul tome qui se passait chez les Cobalos, complètement sans Tom, complètement sans l'épouvanteur. On était vraiment qu'avec les Cobalos et des jeunes filles. Je vous en avais parlé à l'époque. Et là, du coup, on revient un petit peu depuis le tome 14 à eux parce que c'est la nouvelle menace. La menace d'avant a été exterminée. Bien sûr, il en refaut une autre, sinon c'est pas drôle. Et du coup, voilà, on est vraiment focalisé sur leur univers, leur mythologie, leur manière de fonctionner en tant que société, parce que ça a beau être je sais pas expliquer ce que c'était, finalement. C'est des espèces d'hommes, loups, en fait. Ours ou loups, je sais plus exactement, mais ils existent en société. Est-ce que je vais vous trouver une petite image? Ah, mais ils mettent plus les images! Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas que les Cobalos comme créatures, les Cobalos peuvent invoquer des créatures, parce qu'il y a des Cobalos mages, et donc on va avoir des fantômes, on va avoir les créatures des Cobalos. C'était hyper intéressant de ce point de vue-là, parce que du coup on découvre carrément un tout autre univers, et l'auteur avait cette faculté, j'y avais, parce que dans mes souvenirs il est décédé, l'auteur avait cette faculté à créer vraiment des micro-univers à chaque tome, et c'est hyper bien. En termes de perso, dans ce tome, nous allons principalement suivre donc Jenny, l'apprentie de Tom et Grimalkin. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Je me fais attaquer par quel genre de bestiole, là? C'est pas le chien, ça. Je dois virer un chat de chez moi, sinon mon chien va le manger. Bon, parenthèse close. Parenthèse du chat. Attendez, j'ai les pieds dégueulasses. Parenthèse du chat fermée, comment dire que mon chien n'a même pas bronché jusqu'au moment où le chat s'est mis à miauler. D'habitude, il se laisse faire, c'est le chat des voisins, donc souvent ça va, je le prends au bras, je le vire du jardin. Je pense qu'il a un peu paniqué, et donc il a pas voulu machin, et donc il s'est foutu sur le muret de chez le voisin, il a commencé à miauler, je fais ta gueule, va kiffer l'autre. Du coup, j'en étais sur les personnages. Tom m'a un petit peu agacée, parce qu'il y a vraiment ce truc de, il faut savoir qu'il est devenu épouvanteur beaucoup trop tôt par rapport à la fin de sa formation, etc. Et donc il est un petit peu en mode, moi je sais. Chut, ferme-la. Mais d'un autre côté, il prend énormément en maturité et il arrive de plus en plus à s'imposer face à des entités ou quand je dis entités, c'est vraiment genre un groupe de personnes ou une personne. Il arrive à s'imposer face à des entités qui avant l'effrayaient au plus haut point et on sent que maintenant il en a marre de se faire marcher dessus, il en a marre qu'on le prenne pour un gamin et donc il s'y met et il y va, etc., etc. Donc c'était assez positif. Son apprentie Jenny, déjà j'aime bien le fait que ce soit une fille, ça casse un petit peu les codes de l'univers, c'est assez féministe, c'est assez intéressant. Elle reste quand même très jeune, bon elle a quasiment l'âge de Tom, je dis ça, mais bon. Après Tom on a vécu tellement que je pense qu'il est obligé d'être mature et de réfléchir un peu à ce qu'il fait et d'élaborer des choses. Jenny manque un peu de maturité, c'est normal étant donné son jeune âge, mais elle apprend très vite de ses erreurs. Elle fait des erreurs et elle les répare, elle essaye de les réparer. Et en même temps, elle arrive à s'imposer, c'est-à-dire que même quand Tom prend une décision ridicule, elle est là en mode mais non mais c'est n'importe quoi ce que tu fais en fait. Elle arrive à s'imposer, c'est une héroïne, oui, assez bien construite. On la suit en fait, on suit en parallèle elle et Tom, donc c'était assez intéressant. Et elle est vraiment bien construite parce que du coup, elle prend en maturité, elle est tout le temps dans un truc d'avancer, de grandir, etc. C'est une dynamique qui est hyper intéressante et qui surtout fait du bien dans un livre en fait. Enfin, ça change en fait des personnages ados qui sont juste ridicules et qui tournent l'adolescence en ridicule. Là, on est vraiment sur un personnage. C'est une adolescente, elle a des caractères. Elle a un caractère, elle est des fois chiante, elle est des fois elle fait un peu des crises. Mais d'un autre côté, elle apprend de ses erreurs, elle arrive à réfléchir, elle arrive à se défendre, à avoir de la répartie. C'était hyper intéressant et surtout elle est hyper courageuse en plus de ça. Donc on est vraiment on n'est pas du tout en plus sur le cliché de la nana courageuse. C'est que elle va fuir, mais elle va, comment on pourrait dire, elle va réfléchir à ce qui s'est passé, elle va essayer d'y retourner. Enfin vraiment, on n'est pas sur le cliché de Xena la guerrière quoi. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Et enfin Grimalkin, on commence à voir un peu de vice parce qu'avant Grimalkin, elle était pas tant dans le vice que ça, pas tant dans l'obscur là. Elle est vicieuse, elle se sert énormément des gens, ce qui n'était pas forcément le cas avant, surtout Tom, elle lui faisait une confiance quasiment aveugle. Et là, on sent qu'elle commence à se servir des gens. Donc c'est assez particulier. Mais bref, on est sur ces trois personnages qu'on va suivre. Je vais pas vous parler des autres parce qu'ils sont soit morts, soit insignifiants. Donc j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Donc voilà, on est sur ces trois personnages-là. En termes d'intrigue, on n'a pas beaucoup de scènes de combat. Je crois qu'on en a 3 ou 4 dans le livre, ce qui est très rare pour l'épouvanteur, parce qu'il y a vraiment des livres où en fait tous les chapitres il se passe un truc. Là, on va vraiment être plutôt sur des stratégies politiques avec Tom et Grimalkin. On va être aussi sur une enquête pour savoir comment sont les Cobalos, comment est-ce qu'on pourrait les détruire. Qu'est-ce qui se passe si on fait telle chose avec les Cobalos, ce genre de choses. Voilà, on est beaucoup sur cette recherche d'informations, cette enquête pour apprendre comment les Cobalos pourront être vaincus, de la stratégie politique pour aider le pays qui va être le premier touché par les Cobalos. Voilà, on est beaucoup sur ça. Retour d'Alice, voilà, je ne dirai rien de plus, je ne dirai pas quand elle est partie, etc. Elle revient de manière extrêmement étonnante. Vraiment, même moi j'ai fait... Parce que je m'attendais à la voir à la fin de la saga, mais vraiment la fin, genre dernier tome.
Elle est revenue et elle va rester, visiblement. Il y a une espèce de relation chelou qui s'installe avec Tom. C'était déjà le cas avant, il était amoureux d'elle, on le sait tous, voilà, ceux qui ont lu la saga, vous le savez. Mais là, c'est vrai que la relation qui s'installe est assez louche. Elle est un peu bizarre, ambiguë et, ouais, bizarre. C'est bizarre. Le dernier truc que je pourrais ajouter pour ce livre, j'ai beaucoup parlé, mais j'adore cette saga, donc bon. Le dernier truc que je pourrais ajouter, c'est la fin de ce tome. Mais improbable, très tiré par les cheveux, ça n'a aucun fucking sens. Mais vraiment, la manière dont ils se sortent de la merde, en fait, ça n'a aucun sens. Là, c'était un petit peu beaucoup trop tiré par les cheveux. Vraiment, t'es là en mode, oui, bon, d'accord, à ce moment-là, c'est un dieu, et puis voilà, il peut tuer tout le monde d'un coup de baguette magique, quoi. C'est Thanos, le mec. Ça n'avait un peu pas beaucoup de sens, mais bon. J'ose espérer que c'est pour nous laisser plus de place pour un tome prochain qui sera un peu mieux. C'est vrai que la fin, quand même, vraiment, j'ai lu, j'ai fait, mais si ça se finit comme ça, c'est comme ça. C'est vraiment, en gros, mini-machi, genre, on claque des doigts, c'est bon, on est sorti d'affaire. Vu la merde qui te pend au coin du nez, je peux te dire que, voilà, hein, profite parce que ça va pas être souvent. À part ça, j'ai quand même beaucoup aimé ce tome-là. Comme d'habitude, c'est une saga que j'aime trop. J'ai vraiment hâte d'être à la fin quand même pour avoir le fin mot de cette nouvelle intrigue avec les Kobalos. Mais du coup, voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Et je dirais le tome 16 au mois d'octobre. On va passer à Redwood. Attendez, un peu de ventilo d'abord. Vous êtes mimes, mais je vous aime bien, mais... En plus, j'ai crapahuté tout autour du jardin, là, c'est la forêt vierge. On passe au tome 1 de Redwood, Jasper, de Carrie Ann Ryan. Alors, nous allons suivre la meute Redwood, donc qui est une meute de loups-garous, qui est confrontée à la meute... Comment il s'appelle? Non, c'est la meute Reyes. Non mais je suis abrutie, vraiment. On va suivre la meute Redwood qui est confrontée à la meute Reyes. En gros, ils ont chassé les Reyes parce que c'est clairement des mecs complètement cruels. Enfin, vraiment, c'est des psychopathes, la meute Reyes. Ils les ont chassés et depuis, ils veulent se venger. Et pour ça, ils vont invoquer un démon. Voilà. Alors, dit comme ça, ce tome-là paraît très très lunaire. Mais en fait, quand on suit la suite de la saga, on comprend un petit peu ce qui se passe et ça devient de plus en plus logique. Mais c'est vrai que ce tome-là paraît très... Enfin, on dirait que l'autrice, elle a fumé du hashish. Mais non, vous inquiétez pas, vraiment, j'ai lu 3 tomes derrière. C'est une relecture. J'ai lu la suite et en fait, ça paraît beaucoup plus logique quand on suit les tomes. Celui-là, c'est vraiment juste pour avoir la base de l'histoire. Nous, on va suivre Jasper, qui est le bêta, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ou l'exécuteur. Non, le bêta, c'est Adam l'exécuteur. Jasper est le bêta de la meute, c'est le deuxième dans la fratrie des Redwood. Et en fait, il va se rendre un jour dans une boulangerie qui est tenue par Willow. Et il va se rendre compte que Willow est son âme sœur. Et donc, il va essayer de la séduire. Ça fait 3 mois qu'elle vient tous les jours. Et même Willow, elle est hyper attirée par lui. Et un jour, il va lui proposer un date. Sauf que, ce jour-là, les Reyes vont débarquer dans la boulangerie de Willow et vont la kidnapper. Bonne ambiance. Les Redwood vont s'en rendre compte, ils vont aller la chercher, etc. Et du coup, ils vont devoir... En fait, non. D'abord, ils vont la chercher et en fait, Jasper est obligé de la marquer devant les Reyes parce que voilà, il y a une espèce de truc un peu magique, machin. Et donc du coup, ils vont devoir lui expliquer les histoires de loup-garou, etc., etc. On va suivre du coup les aventures de Willow et Jasper et leur relation qui va se développer. On va suivre en parallèle de ça les Reyes qui continuent d'être une menace qui plane au-dessus des Redwood. Sauf que le problème dans la relation de Jasper et Willow, c'est que Jasper est convaincu que si Willow avait eu le choix, elle ne serait pas restée avec lui. Et Willow est convaincu que Jasper l'a marqué uniquement par dépit. Comment vous dire que la miscommunication est de mise? Bon, au bout d'un moment, ils mettent les choses à plat, donc ça va. Mais voilà. Le début de relation est pas évident. Bref, voilà pour un court résumé. Il est pas long le livre, donc comment vous dire qu'il se passe pas énormément de choses. En termes d'univers, l'avantage qu'on a, c'est que Willow, elle ne connaît pas du tout ce monde-là, et donc du coup, on va nous expliquer à travers les explications à Willow l'univers. Ça reste quand même très introductif, c'est un tome 1, dans mes souvenirs, on en apprend beaucoup plus par la suite, surtout dans le tome 3, mais il est pareil pour les ennemis, enfin les Reyes, en fait, on sait pas trop qui ils sont, comment le démon il est arrivé au milieu du bazar, mais on en apprend beaucoup plus par la suite. Faites-moi confiance, j'ai lu la suite et je peux vous dire qu'on en apprend beaucoup plus. En termes de personnages, j'ai beaucoup aimé Willow. De ce qu'on comprend, Willow est un peu ronde et Willow a grandi en famille d'accueil. Enfin voilà, elle est pas au top de la confiance en soi. C'est notamment pour ça qu'elle est persuadée que si Jasper avait eu le choix, il ne l'aurait pas choisi. Et donc du coup, on va vraiment aborder cette thématique de la confiance en soi, etc., etc., ce qui était assez intéressant, en vrai de vrai. Jasper est très très maladroit. Alors il est adorable parce qu'il veut bien faire, mais en fait, il le fait de manière extrêmement maladroite et ça donne lieu à des quiproquos. C'est pas de la mauvaise communication parce qu'ils essayent de communiquer. C'est juste que Jasper est tellement maladroit, dans sa manière de communiquer
que du coup, Willow, elle comprend à l'envers ce qu'il veut dire, mais c'est normal, il lui a clairement dit à l'envers ce qu'il voulait dire à la base. Et donc du coup, ça donne lieu à des quiproquos. C'est pas vraiment la trope que j'aime pas de la miscommunication, c'est vraiment, ils essayent, mais c'est juste que Jasper sait pas parler, donc du coup, ils comprennent rien. Donc les quiproquos qui naissent de ça sont quand même pas dérangeants comme moi j'aime pas. C'est vraiment juste, vas-y, tu peux le faire. Et non, ça retombe. Bon, bah, c'est pas grave. On va pas se mytho que leur relation est pas la chose la plus intéressante du roman. Ce qu'on adore, c'est l'intrigue principale, en fait, qui va venir repasser devant. Et en plus, c'est entrecoupé de, ils viennent de s'embrouiller et les reyes arrivent et machin. Et, enfin, voilà. Donc, c'est assez construit dans le sens où ça fait un peu un ping-pong. Donc, c'est quand même assez sympa. Et, mention spéciale pour Reed, qui est le personnage du tome 2. Le tome 2 est vraiment un de mes préfs de la saga, je pense. J'ai trop hâte de lire le tome avec Reed. D'ailleurs, je pense que je vais le commencer cet après-midi parce que du coup, j'arrive pas à lire et je pense que ça peut me remettre dans la lecture de manière assez facile. Bref. J'aime aussi beaucoup la dynamique entre frères et sœurs. Ils sont... Attendez, faut que je compte. Il y a le grand, je sais plus comment il s'appelle. Kane, je crois, un truc comme ça. Il y a Jasper, il y a Reed, il y a Adam, il y a les jumeaux et une sœur. Ils sont 7. J'adore la dynamique. Déjà parce que c'est une meute, donc ils vivent tous en famille. Et ils se tapent sur la gueule à longueur de journée. C'est hilarant. Vraiment, ça me fait beaucoup rire. Et Reed, c'est mon préf. Il est vraiment là pour Willow, il essaye d'être là pour elle et d'essayer de lui expliquer que son frère est un peu maladroit et machin. Voilà, donc c'était quand même mon personnage coup de cœur, c'est aussi pour ça que j'adore le tome 2, hein, je pense. Et alors, pour parler des Reyes, un peu cliché sur les bords dans le sadisme et le gore. Comment vous dire qu'ils parlent d'égorger et violer à tout bout de champ et qu'ils savent pas faire d'autres phrases. Donc bon, c'est compliqué quand même. On les retrouve énormément dans la suite parce que du coup il y a des histoires de kidnapping, etc. machin. Mais c'est vrai que dans le cliché de l'ennemi de loup-garou, c'est les Volturi, quoi. Enfin, vous voyez, on va tous les défoncer. Oui, non, calme-toi, ta gueule. Enfin bref, c'est un peu chiant parce que vraiment c'est fait de manière... En termes d'intrigue, du coup, je vous l'ai dit, alors on est beaucoup sur un tome introductif, donc il n'y a pas énormément de combats, etc., etc. Et encore, je trouve, en faisant un peu une rétrospective, que pour la taille du livre, il y en a quand même pas mal. Enfin, il y en a 2 ou 3, mais qui sont quand même assez balèzes, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'introduction de l'intrigue avec les nouveaux ennemis, etc., etc. C'est assez bien équilibré, comme je vous le disais, avec la romance. C'est vraiment, on suit à la fois les histoires de la meute et à la fois les histoires avec Jasper et Willow. Donc c'est quand même assez, voilà, c'est pas un occulte l'autre. Des fois, l'un a tendance à plus nous intéresser que l'autre, mais souvent ça s'entremêle en fait, et donc c'est ça qui est assez intéressant aussi. Et comme je vous disais, c'est un peu cliché, le montage de tout va bien, puis il y a un truc qui va plus dans leur couple, et puis du coup il y a un truc qui va plus avec les Reyes, et puis c'est nouveau moment calme, et après ça revient, enfin voilà. C'est assez binaire, c'est vraiment tout va bien, puis ça se gâte, tout va bien, puis ça se gâte, tout revient à normal, ça se gâte. Le tome 2 est mieux construit, on reste sur un tome 1, c'est introductif, c'est fait pour nous donner envie de lire la suite de la saga. La fin, par contre, la fin est vraiment faite pour nous donner envie de lire le tome 2. Mais je le savais parce que du coup j'ai lu le tome 2, donc je sais ce qui se passe, mais c'est vrai que la fin est vraiment en mode je t'ai accroché et maintenant tu vas rester. Mais voilà, c'est une bonne bitlite. Moi c'est dans les premières bitlites que j'ai lues à l'époque, vraiment ça doit faire 6 ans que j'ai commencé la saga des Redwood, voire 7 même, je me demande. Donc voilà, ça reste quand même une bonne saga de bitlite. Il faut aimer le cliché, voilà, si vous avez aimé les Twilight, lisez de la bitlite, c'est un banger. Moi j'adore la bitlite que pour ça. Je vais lire le tome 2 très vite et j'ai beaucoup aimé celui-là. Et bien écoutez, ce point lecture touche à sa fin. On est sur un mois de la fantasy qui a été assez bon d'un point de vue livre. Ça a un peu pallié les déceptions du mois d'avril parce que clairement j'ai lu 2 romances historiques qui ne m'ont clairement pas convenu du tout. Vous l'avez vu la semaine dernière et il y a 3 semaines je crois. Je vous souhaite très bonnes vacances, très bonne fin de rattrapage, très bons résultats pour les rattrapages, très bon travail, vacances, etc. Surtout de très bonnes lectures. Je vous fais plein de bisous. Ciao!